Il y a parfois cette espèce de sensation viscérale. Tu sais, cette toute petite voix intérieure qui, de façon totalement irrationnelle, retient notre main juste avant de faire un mauvais choix. Ah ouais, le fameux pressentiment. C'est universel, ça. C'est ça. Imaginons, juste un instant, un entrepreneur sur le point de signer un contrat en or. Sur le papier, tout est parfait, toutes les cases sont cochées, les indicateurs sont au vert. La logique pure dirait de foncer, quoi. Exactement. Mais soudain, il y a un nœud qui se serre dans l'estomac, ou même une légère nausée qui s'installe. Et c'est pas du simple stress de performance, hein. Non, c'est vraiment foudroyant. C'est purement physique. Voilà, et bien souvent, c'est exactement cette alerte-là qui sauve la mise au tout dernier moment. Et c'est le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On se lance dans une plongée vraiment profonde au cœur d'un ouvrage fascinant. Un livre écrit à quatre mains, d'ailleurs, par un duo, on va dire, très inhabituel. Carrément inhabituel, oui. D'un côté, on a un médecin clinicien, donc quelqu'un de solidement ancré dans la science dure, la biologie, tout ça. Et de l'autre, on a un parapsychologue. C'est clair que c'est pas le genre d'association qu'on croise tous les jours dans les rayons. C'est clair. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette documentation pour séparer le mythe de la mécanique biologique. L'idée, c'est d'en tirer une vraie boussole pour le quotidien. Et de voir comment allier cette science dure et l'inexpliqué pour faire de meilleurs choix. Que ce soit dans le business ou même dans la vie de tous les jours, en fait. Exactement. J'aime bien utiliser une analogie pour ça. Faut pas voir l'intuition comme une boule de cristal magique, tu vois. C'est plutôt comme un GPS interne. Un équipement de série qu'on a tous depuis la naissance. Mais qui aurait cruellement besoin d'une bonne mise à jour logicielle. Voilà, c'est tout à fait ça. Cette image du GPS, elle donne vraiment le ton de ce travail d'investigation. Ce contenu, il s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre pourquoi la logique pure ne suffit pas toujours. Les fameux tableaux avec les colonnes pour et contre qui finissent par nous faire tourner en bourrique. Exactement. Quand on fait face à des dilemmes complexes, réfléchir, ça a ses limites. L'ouvrage propose une méthode hyper pragmatique pour réapprendre à ressentir, pour redonner sa place à ce système d'alerte biologique qu'on laisse s'atrophier, quoi. Mais du coup, pour pouvoir utiliser ce GPS, faut d'abord comprendre comment il capte ces signaux. Et la première étape des auteurs, c'est de détruire un mythe énorme. Lequel? L'idée qu'il n'y aurait qu'une seule forme d'intuition. Une sorte de sixième sens un peu flou, un peu mystique. Ah oui, alors là-dessus, les auteurs clarifient vraiment le paysage. Ils distinguent deux facettes diamétralement opposées, et c'est là qu'on sent bien la rigueur médicale du premier auteur. D'accord. C'est quoi la première facette alors? La première, elle est strictement interne, corporelle et cognitive. Elle repose sur notre propre mémoire émotionnelle. C'est ce que les neurosciences, et notamment Antonio Damasio, appellent les marqueurs somatiques. Attends, arrêtons-nous un instant là-dessus. Un marqueur somatique, concrètement, c'est quoi, gars? Comment un souvenir, qu'il soit super joyeux ou traumatisant, se transforme en un signal physique dans le présent? En fait, c'est une mécanique de survie redoutable. Le cerveau, au fil des années, il se contente pas juste de ranger des faits dans un dossier virtuel. Il enregistre en même temps les émotions et les réactions physiques liées à chaque expérience. Ah, donc le corps mémorise la sensation. Exactement. Si une situation passée a généré un danger, le corps a encodé une signature physiologique précise, genre le cœur qui s'accélère ou les muscles qui se tendent. Et donc, des années plus tard, Des années plus tard, face à une situation inédite, mais qui a des similitudes avec le passé, même des trucs invisibles pour notre conscience, le cerveau déclenche ce marqueur somatique. avant même qu'on ait le temps d'y réfléchir. C'est ça, le corps produit un signal physique avant même que le lobe frontal, la partie analytique du cerveau, ait pu traiter l'information. Donc le corps agit comme un vrai lanceur d'alerte basé sur une énorme base de données d'expérience. C'est brillant et biologiquement très rassurant, je trouve. Ouais, mais l'ouvrage ne s'arrête pas là. Il introduit la seconde facette. Et là, on flirte carrément avec l'inconnu. Aïe, la fameuse intuition extracognitive, c'est ça? Le texte parle de puiser dans une infosphère. C'est le concept amené par le parapsychologue, oui. Faut imaginer cette infosphère non pas comme une mémoire individuelle, mais comme une mémoire collective, un vaste champ d'informations intemporelles. Attends, là on quitte les neurosciences bien carrées pour un truc qui ressemble furieusement à de la science-fiction. Une mémoire collective partagée partout. Je sais, ça paraît fou. Comment un médecin clinicien arrive à justifier un réseau pareil sans tomber dans l'ésotérisme pur et simple? On manque de preuves sous un microscope, là.
C'est vrai. Mais leur justification ne cherche pas à isoler cette infosphère en laboratoire. Elle repose sur l'observation clinique de phénomènes inexplicables par la neurologie classique. Des trucs inexplicables, genre... Des fulgurances, des résolutions de problèmes immédiates ou des synchronicités. Des moments où quelqu'un accède à une info ultra précise qui est factuellement hors de sa portée. D'accord, donc l'approche, c'est de dire, on ne sait pas de quoi l'onde est faite, mais on voit bien que l'antenne capte la radio. C'est une excellente métaphore. C'est très pragmatique. Même si la science peine à cartographier ce réseau, l'ouvrage soutient que les effets cliniques, eux, ils sont bien là. Et ils sont répétables. Ok, je veux bien être ouvert d'esprit, mais affirmer que le corps humain a la capacité de savoir des trucs avant le cerveau conscient, ça demande quand même une sacrée démonstration. Et cette démonstration, c'est un des piliers du livre. Il s'appuie sur l'Iowa Gambling Task. C'est une expérience classique sur la prise de décision en situation d'incertitude. Raconte, c'est quoi le principe? Des chercheurs ont mis des participants devant un jeu vidéo avec 4 paquets de cartes. Le but, c'était de gagner un max d'argent virtuel, mais l'astuce, c'est que 2 paquets étaient lourdement truqués. Truqué comment? Tu perds tout de suite. Non, justement, ils offraient des gains immédiats énormes, très séduisants. Mais ils cachaient des pertes colossales à long terme. La banqueroute assurée. Ah, le piège cognitif parfait. La tentation du gain facile contre la vraie stratégie. Totalement. Et pendant que les gens tiraient les cartes, les scientifiques mesuraient leurs réactions physiologiques, surtout la conductance cutanée, donc une micro-sudation au bout des doigts. Pour mesurer le stress, en gros. C'est ça, le système nerveux qui s'active. Et en moyenne, il fallait environ 50 tirages pour qu'un joueur commence à douter consciemment d'un paquet, et près de 80 tirages pour qu'il comprenne vraiment la règle et explique sa stratégie. Donc le cerveau conscient met un temps fou à compiler les stats et capter l'arnaque. Mais là où c'est magistral, c'est que les capteurs ont révélé que les joueurs commençaient à transpirer des mains dès le 10e tirage. Quoi? Dès le 10e? Oui, et uniquement quand leurs mains survolaient les paquets truqués. Attends, le corps transpirait 40 tirages avant que l'esprit ne réalise consciemment le danger. C'est dingue. Mais quel mécanisme rend ça possible? Ça prouve que notre cerveau est un super calculateur de reconnaissance de schémas. Des structures primitives, très profondes, analysent les récompenses et punitions à une vitesse folle. Et comme ces zones n'ont pas la parole, Exactement, elles n'ont pas accès au langage. Donc, elles déclenchent une alarme corporelle. Elles font réagir le système nerveux, ce qui provoque la sueur. Le corps a résolu le problème bien avant le cortex préfrontal, qui est super lent. c'est colossal pour le quotidien, ça. Ça veut dire que, avant un gros investissement ou face à une personne toxique, notre système primitif a déjà calculé le taux d'échec. Notre peau réagit avant qu'on ait fini d'analyser le CV. Le corps crie la réponse, ouais. Mais alors, la question qui tue, c'est pourquoi on s'obstine à prendre de si mauvaises décisions? Si l'alarme marche si bien, qu'est-ce qui brouille le signal? Le brouillard, le bruit de fond de nos vies, le stress, les urgences, les notifications, le système nerveux sympathique, qui est notre accélérateur, reste enfoncé à fond. Le corps baigne dans le cortisol. Donc, le bruit mental est tellement fort qu'il couvre l'alarme. Voilà. L'ouvrage martèle qu'il faut impérativement apprendre à forcer le silence neurologique pour entendre le corps. Facile à dire, mais on fait comment au milieu d'une journée chaotique? Les auteurs mettent en avant une méthode centrale, la cohérence cardiaque. C'est la règle du 3-6-5. Le 3-6-5, c'est-à-dire? C'est hyper pratique. Il s'agit de s'isoler pour respirer 3 fois par jour, à un rythme de 6 respirations par minute. Et ce, pendant 5 minutes. 6 respirations par minute, c'est super lent, non? Quel est le secret mécanique derrière ça? En quoi contrôler son diaphragme change l'état d'alerte du cerveau? C'est purement anatomique. Ce rythme lent vient stimuler le nerf vague, qui relie le cerveau au cœur et à la digestion. Ça active le système parasympathique, le système de freinage. Et ça calme le jeu. Ça dit à l'amygdale, la sentinelle du cerveau, qu'il n'y a pas de danger de mort. Le rythme cardiaque s'aligne avec la respiration, le stress chute. Ça crée une neutralité émotionnelle qui laisse remonter les intuitions. Pour illustrer cette bascule, j'ai une image que j'adore. Pratiquer le 3-6-5, c'est comme passer un grand coup de chiffon sur le pare-brise embué de sa voiture en plein hiver. Ah oui, très parlant. Tant qu'on a la buée, on est en mode survie, crispé sur le volant. On voit rien. La respiration vient physiquement nettoyer cette buée pour qu'on puisse enfin lire les panneaux sur la route. C'est exactement l'idée du livre. Et une fois que la buée est partie, les auteurs préconisent de faire un autoscanner corporel. C'est-à-dire?
On passe en revue tout son corps. Ouais, des pieds à la tête. On cherche une chaleur inexpliquée, une tension musculaire, un nœud qu'on avait ignoré jusque-là. Généralement, on cherche ces fameux nœuds à l'estomac, non? La peur au ventre. Et c'est pas un hasard. Le livre consacre beaucoup d'attention au plexus solaire et au système digestif. Nos intestins abritent 100 millions de neurones. C'est notre deuxième cerveau. 100 millions. C'est énorme. C'est un centre névralgique qui dialogue sans cesse avec le cerveau et réagit instantanément à notre environnement. La peur au ventre, c'est vraiment un centre de traitement qui perçoit ce que les yeux ne voient pas encore. D'accord. Donc, le pare-brise est propre, on est calme, on écoute son ventre. Mais faire le vide, ça donne pas magiquement la marche à suivre pour sauver une boîte en crise. Qu'est-ce qu'on doit chercher comme panneau de signalisation? Une fois la réceptivité restaurée, on commence à capter des signaux. D'abord, il y a les synchronicités, chères à Carl Jung. Des coïncidences étonnantes, sans lien logique, mais qui font gravement sens pour la personne bloquée. Et ensuite? Ensuite, il y a les fulgurances, qu'ils appellent des insights, et un truc qu'ils ont baptisé, avec humour, le PAPI. Perception automatisée des petites intuitions. Attends, je t'arrête sur les synchronicités. C'est là que mon esprit rationnel coince un peu. Je m'en doutais. Bah oui, c'est pas juste le cerveau qui suranalyse pour trouver ce qu'il veut voir, le fameux syndrome de la voiture rouge. Exact, le biais d'attention sélective. Tu veux une voiture rouge, tu n'en vois plus que des rouges partout. Voilà, c'est pas l'univers qui fait popper des voitures, c'est juste notre filtre neurologique. L'auteur, qui est médecin, il réfute pas ce biais cognitif. C'est une objection hyper légitime, mais leur approche est d'un pragmatisme total. Ils ne nient pas ce biais, au contraire. Ah bon? Alors comment il l'explique? Pour eux, l'origine du phénomène, c'est secondaire. Que ce soit un simple biais neurologique qui fait remonter des infos du subconscient ou vraiment l'infosphère cosmique, peu importe. La valeur de l'info reste intacte. Le résultat est là, ça débloque la situation. C'est une pirouette très habile. En gros, on s'en fout de savoir si le garagiste utilise de la physique quantique ou une clé à molette tant que la voiture démarre. Exactement. Le but, c'est l'efficacité décisionnelle. Et pour montrer la brutalité de ces insights, le livre raconte une histoire folle vécue par l'un des auteurs. Raconte-moi ça. Il avait caché la clé d'un meuble important avant de partir en vacances. Une cachette tellement tordue qu'à son retour, amnésie totale. Impossible de remettre la main dessus. L'horreur, la logique qui sert plus à rien. Et là, en désespoir de cause, il appelle son co-auteur, le parapsychologue, pour tenter un piratage intuitif. Sans blague, par Ah. téléphone. Par téléphone. Sans connaître la maison de son collègue. Le parapsychologue déconnecte son esprit analytique et boum, il reçoit une image mentale foudroyante. Il décrit une petite boîte en métal sous un vieux tapis rouge dans un coin très sombre. C'est précis quand même. Super précis. L'auteur arrête de chercher partout, suit cette image incongrue, va dans une remise sombre au fond du jardin, et là, il trouve un vieux tapis marocain rouge usé. Et sous le tapis, la clé. Ah ouais, d'accord. Aucun raisonnement séquentiel, juste la solution directe. C'est fou. Bon, retrouver des clés, c'est pratique, c'est sûr. C'est clair. Mais dans la vie, les vrais murs, c'est pas les clés perdues. C'est des choix de carrière terrifiants, des séparations, des gros investissements. Comment on relie cette maîtrise biologique à l'art de trancher les vrais grands dilemmes existentiels? Là, on arrive au cœur de la stratégie du livre, quand la biologie sert le destin. Les auteurs soulèvent une nuance linguistique brillante sur notre façon de voir les choix, entre l'anglais et le français. Une nuance linguistique, Ouais. c'est-à-dire? En anglais, on dit « to make a decision », fabriquer une décision. Ah, intéressant. Donc on assemble les arguments, les risques, brique par brique, comme une usine. C'est très froid. C'est la pure ingénierie mentale. Mais en français, on dit « prendre une décision Et ça change tout. ». Prendre, comme si elle existait déjà en fait. Exactement. Ça induit que la décision est déjà là, achevée, dans le champ des possibles. L'enjeu, c'est juste d'avoir la clairvoyance, de tendre la main pour la saisir. L'ouvrage nous pousse à redevenir des preneurs de décision en allant interroger le corps. D'anticiper toutes les catastrophes possibles, tu simules l'irrévocabilité. L'irrévocabilité, comment ça? Tu t'isoles, tu fais ta cohérence cardiaque pour neutraliser la peur, et là, tu t'imagines avec une certitude absolue que l'option A est validée. C'est fait, pas de retour en arrière possible. Ok, le point de non-retour fictif. Et à partir de là, tu te projettes dans les jours qui suivent et tu écoutes juste tes réactions physiologiques. C'est vertigineux comme méthode. C'est l'équivalent d'une cabine d'essayage, mais pour une vie future potentielle, quoi. C'est exactement ça, la cabine d'essayage. On enfile ce choix de carrière comme un gros manteau d'hiver. On se regarde dans le miroir du temps et on vérifie si l'émotion, elle taille bien. Si les coutures serbent pas trop au niveau du plexus avant de passer à la caisse.
Et le miroir de cette cabine, c'est notre système nerveux autonome. L'intellect, tu sais, il peut rationaliser n'importe quelle connerie, se convaincre qu'une situation toxique est tolérable pour l'argent ou le prestige. Le cerveau nous ment en gros. Souvent, oui. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Il négocie pas. Si, en simulant ce futur, tu te mets en micro-apnée ou tu as un poids sur la poitrine, le diagnostic est clair. Le vêtement n'est pas à la bonne taille émotionnelle. Peu importe le salaire à la clé, quoi. Voilà. À l'inverse, si la simulation déclenche un relâchement profond, même si le défi fait peur, ton GPS vient de valider la coordonnée. C'est une réappropriation incroyable de notre libre arbitre. Ça nous sort de la tyrannie du fameux tableur Excel pour tout décider. On arrive à la fin de cette plongée au cœur de la décision. La grande force de cette approche, c'est son applicabilité immédiate. Renouer avec son intuition corporelle, ça demande pas du tout de jeter la logique par la fenêtre. Surtout pas, non. L'analyse reste un bouclier indispensable. Exactement. Le but, c'est la synergie. Marier la puissance de calcul massif du cerveau avec ce radar sensoriel inné qui est ultra sensible. Ça demande de la discipline, de l'attention au corps et du courage pour agir ensuite. Ce livre, c'est une vraie boîte à outils pour réveiller ce potentiel. Une synergie qui transforme un dilemme flippant en une opportunité de mieux se comprendre, en fait. Et ça laisse vraiment une question vertigineuse en suspens. Laquelle? Si notre système nerveux capte effectivement en permanence des milliards de variables et d'échos invisibles pour notre intellect, on peut se demander, ce choix de carrière déchirant là, ou ce problème qui semble aujourd'hui totalement insoluble, Oui. la solution parfaite est peut-être déjà scellée, littéralement inscrite dans un infime changement de rythme cardiaque ou dans cette tension à l'épaule qu'on s'obstine à ignorer depuis des mois. Face au prochain mur de brouillard, la décision la plus audacieuse, ce sera peut-être pas d'accélérer l'analyse, mais simplement de forcer le silence pendant 5 minutes pour enfin entendre ce que le corps a déjà compris.